Un stagiaire, ça a l'avantage d'être jeune et donc d'avoir des idées, notamment en matière de jeu. Un jeune, évidemment, sera plus facilement de conseils pour tout ce qui est réseau social. Et il y a beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas forcément des jeux importants, mais en tous les cas, il y a beaucoup d'animation sur ces réseaux sociaux. Je suis Gérald Sibonin, très longtemps huissier de justice et aujourd'hui commissaire de justice à Paris, puisque c'est mon seul lieu d'exercice depuis que j'ai été nommé. C'est quoi un commissaire de justice ? Un commissaire de justice, c'est un officier ministériel qui a, pour le plus grand public, le monopole de la signification des actes judiciaires et également de l'exécution des jugements et de divers titres qui peuvent être délivrés et à qui on demande leur exécution. Et ça a été quoi votre parcours avant de devenir commissaire de justice ? Mon parcours avant, c'est tout de même avoir fait des études de droit, hein, c'est un minimum, donc des études de droit en région parisienne, à Sceaux, puis à Assas, puis après une école dite de procédure, c'était la voie tracée, et enfin après un stage, puisqu'on faisait un stage de 2 années, le droit et la possibilité de passer l'examen professionnel que j'ai obtenu il y a très longtemps et on taira la date. Et ce stage, c'était en tant que commissaire de justice ? Oui, de toute façon, je n'ai pas engagé d'autres voies professionnelles que celle de devenir huissier. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étais encore étudiant, j'ai rencontré par hasard un huissier qui racontait un peu son quotidien, en tous les cas ce qu'il faisait. Et dans mon idée d'avenir professionnel, lorsque j'étais étudiant, j'avais d'abord pensé être inspecteur des impôts, puis après commissaire de police. Et puis finalement, je me disais que huissier de justice, c'était finalement une profession intéressante, diversifiée, et donc avec un besoin de rencontres. Un huissier, c'est à la fois un professionnel qui a une activité intellectuelle, mais c'est une activité aussi qui nécessite une très bonne forme physique. J'étais sportif, j'étais même sportif de haut niveau, j'ai joué au rugby, j'ai fait de l'athlétisme. Et donc, pour moi, c'était un peu le prolongement d'avoir une activité à la fois intellectuelle, mais également physique. On marche beaucoup et on grimpe beaucoup d'escaliers. Un huissier monte facilement au dernier étage d'un immeuble, sans ascenseur, ça ne lui fait pas peur. Ça a été quoi votre parcours jusqu'à arriver à faire des jeux télévisés ? Alors en fait, lorsque j'étais encore étudiant, et dès après l'obtention de mon diplôme, j'ai tout de suite été attiré par le fait que cette activité des jeux et concours, donc des jeux promotionnels pour des marques et également des tirages au sort pour des jeux organisés par des magazines ou des médias, était une sorte de dérivatif de l'activité plutôt austère de l'exécution, puisque finalement c'était comme ça que la profession d'huissier de justice qui existait était présentée, c'est-à-dire qu'on faisait de l'exécution, de la signification officielle, mais finalement les jeux et concours c'était un petit peu à part. Certains confrères refusaient même d'y mettre les doigts en fait, c'était pas dans l'air du temps, et donc moi ça m'a intéressé, j'étais jeune. Et donc, je me suis dit, tiens, les jeux et concours, c'est aussi une façon d'allier le sérieux d'un huissier et puis le côté commercial, d'essayer de convaincre des clients d'organiser leurs opérations de manière équitable, sérieuse. Voilà pourquoi j'ai été attiré par les jeux. Il n'y a pas de voie tracée pour faire de la télévision, c'est quand même une grande part de hasard. Mais c'est aussi une grande part de travail permanent pour aider des clients à préparer des règlements. Parce qu'en fait, j'ai toujours été dans l'idée que l'huissier non seulement devait donner des conseils, mais il devait aider ses clients à rédiger des règlements de jeu. D'où la rédaction de règlements, au-delà des jeux, d'émissions. Et ensuite, grâce à la technique, puisqu'en fait, on ne peut organiser des votes, notamment à la télévision en direct, que depuis le début des années 2000, parce qu'avant la technologie ne le permettait pas. On se souvient, lorsqu'on a mon âge, que par exemple pour les Miss France, on engageait un pool de standardistes pour recueillir des votes. Mais ça, c'était la préhistoire de l'enregistrement de votes à la télévision. Aujourd'hui, on a des machines extrêmement performantes qui sont avec des logiciels performants qui permettent en temps réel d'enregistrer des votes par SMS ou par téléphone. Parce qu'avant l'informatique, il y avait des sacs postaux. Il y avait la poste.
voilà, pour participer à des jeux. Et donc, et pendant plusieurs années, j'ai fait des tirages au sort dans des sacs postaux. On demandait aux gens de participer en envoyant une carte postale, quel que soit l'annonceur. C'était moins rapide que maintenant avec les votes informatiques. C'était peut-être moins rapide, mais tout aussi efficace. Et finalement, on cherchait voilà, un procédé de tirage qui soit le plus parfait possible. Donc voilà, on tirait à l'intérieur des sacs postaux remplis de milliers de cartes postales pour faire gagner un lot. C'est quoi vos outils concrètement sur un jeu télévisé ? Et on s'assure que ça fonctionne bien pour que justement on puisse attester que le tirage s'est bien passé. Et donc en fait ce sont des tirages au sort qui sont faits en collaboration avec des sociétés de services informatiques. Et bien entendu, ça n'est pas l'organisateur du jeu qui dans son coin a son petit logiciel. Donc non, on fait appel souvent, et notamment pour des grosses opérations, à un tiers extérieur dont le métier est de fabriquer ces algorithmes et ces logiciels de tirage. Et du coup, sur une émission comme par exemple la Star Academy, parce que c'est tourné actuellement. Oui, là c'est très d'actualité. En plus, c'est la demi-finale samedi et la finale dans 10 jours. Oui, absolument. Il ressemble à quoi votre bureau sur cette émission ? Mais il ressemble presque à celui-ci. Enfin, en tous les cas, c'est un bureau où je travaille avec des responsables à la fois de la production, de l'antenne, quand on dit l'antenne, c'est-à-dire de la chaîne qui va diffuser, et avec des ordinateurs et un contrôle permanent, surtout du bon fonctionnement. Parce que notamment pour des émissions en direct, parce que les votes sont toujours en direct, il est nécessaire que ça fonctionne jusqu'au moment du verdict. Il ne s'agit pas que ça tombe en panne avant, et qu'il y ait un bug avant, donc ça nécessite une attention extrêmement importante. Et moi, mon attention, c'est que je puisse attester que tout s'est bien passé pendant tout le process de vote. On vote par exemple pendant une semaine, donc au quotidien, chaque jour et chaque heure, on vérifie que le tirage, enfin non pas le tirage, mais le vote fonctionne bien et qu'on va avoir les résultats non viciés par un problème informatique. Et c'est quoi justement vos outils pour vérifier que tout s'est bien fonctionné, que notamment il n'y a pas eu un trucage de vote ? Il n'y a pas d'outil de vérification. En fait, on vérifie que les votes s'incrémentent comme il faut, mais hormis l'expérience et la surveillance de l'évolution des votes, il n'y a pas d'outil de surveillance. La surveillance, c'est une surveillance humaine. Et donc, d'où l'importance de l'huissier. Oui. L'huissier est donc l'être humain privilégié pour surveiller le bon fonctionnement de toutes ces opérations, de tirage au sort et aussi de vote. Les votes, parfois, sont ouverts pendant toute la semaine qui précède l'émission. Donc, en fait, de manière régulière, on contrôle le bon déroulement du vote pendant toute la semaine. J'arrive en général sur le plateau 2 heures avant, le temps de m'installer dans mon bureau, puisque vous me le demandiez, mais j'ai effectivement un bureau, et puis je dis bonjour avec les différents intervenants que je connais et qui sont sur ce plateau. Ça les rassure de savoir que je suis là, et donc parce que ils savent bien que dans quelques heures ils auront besoin d'avoir le résultat. Voilà. Et pour la demi-finale demain, du coup, tous les yeux seront sur vous. Alors, en tous les cas, tous les yeux attendent toujours le résultat. C'est-à-dire que la séquence d'apporter l'enveloppe avec le nom du gagnant est une séquence extrêmement attendue. Enfin, je n'en tire pas une gloire particulière, mais je sais que c'est quand même un moment important dans l'émission. Et pour vous, il est stressant ce moment ? Il l'a été extrêmement lorsque j'ai commencé à le faire. Bon, il l'est moins parce que j'ai plus l'habitude, mais c'est pas anodin d'arriver sur un plateau et de donner des résultats, éventuellement de répondre à une ou deux questions devant à la fois des centaines ou des milliers de personnes qui sont dans la salle, et aussi en sachant qu'il y a des millions de personnes qui sont derrière leur écran, bien sûr. C'est fatalement stressant. Évidemment, ce serait anormal de ne pas être stressé, bien sûr. On s'efforce que ça ne se voit pas, mais bien sûr qu'on est un peu stressé. Les animateurs, en fait, savent aussi que c'est un moment important et que pour eux, c'est important de pouvoir solenniser la remise de l'enveloppe et finalement le nom du gagnant ou de l'éliminer. Donc, non, c'est un moment charnière de chaque émission de vote, oui.
Et très concrètement, la clôture du vote, c'est vous qui appuyez sur le bouton rouge et Alors c'est un peu ça. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes attentif en regardant cette émission, on a inventé une sorte de scénario de fin. C'est-à-dire que systématiquement, l'animateur annonce un délai de 2 ou 3 minutes. Voilà, en disant il ne reste plus que 2 ou 3 minutes pour voter. Et effectivement, au bout de 2 ou 3 minutes, on arrête le compteur. Alors, ça peut être extrêmement important lorsque les votes sont très serrés et qu'il n'y a que quelques voix d'écart. Heureusement, le plus souvent, il y a quand même un écart important qui fait qu'en quelques secondes ou en quelques minutes, le rang ou le classement ne va pas changer. Mais néanmoins, c'est important d'avoir un scénario de fin, parce qu'on a toujours cette illusion de penser que finalement la production va arrêter les votes, que ça va l'arranger, c'est-à-dire que son candidat préféré va être sélectionné, comme si la production avait systématiquement un candidat préféré, mais ce n'est pas le cas en fait. La production et donc les gens qui fabriquent l'émission se plient à la volonté du public qui vote. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait voter, sinon à quoi bon? On imagine qu'une émission de télévision, c'est une sorte d'électron libre, mais pas du tout. Une émission de télévision, même en direct, elle est préécrite, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement un conducteur. Ce qu'on appelle un conducteur, c'est tout simplement toute l'émission, séquence par séquence, de quelques secondes à quelques minutes. Une chanson, ça dure 2-3 minutes. Une séquence historique sur la vie d'un candidat, ça dure 1 minute 30. Et toutes ces séquences sont additionnées, elles sont toutes dans un déroulé qui s'appelle le conducteur. Et ce conducteur, il est entrecoupé de plages de publicité, puisqu'on est quand même sur une chaîne privée avec de la publicité. Et donc, le scénario de fin, d'abord, est toujours à la fin de l'émission, et il est préécrit dans le conducteur. Et le déroulement d'une émission en direct suit le conducteur, évidemment, sinon on ne s'en sortirait pas. Une émission, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Il ne s'agit pas de faire... On a beau être en direct, il y a une part d'improvisation, et on peut être plus ou moins en avance ou en retard par rapport au temps qui passe. En revanche, dans la fabrication de l'émission, les séquences s'enchaînent les unes après les autres. Il peut arriver qu'une séquence soit supprimée, mais c'est exceptionnel, et c'est simplement parce qu'on est éventuellement trop en retard par rapport à l'heure de fin de l'émission. Et durant l'ensemble des émissions que vous avez faites, parce que vous en avez quand même fait beaucoup, ça vous est déjà arrivé d'avoir un résultat très très serré, où vous vous êtes dit que là, vraiment, la clôture du vote allait avoir une grosse... On a inventé ce système d'arrêt des votes, justement parce que de temps en temps, effectivement, les scores de chaque candidat sont très proches. Et donc, il faut bien trouver un scénario qui soit équitable, et y compris pour les candidats. Et puis, il faut un résultat qu'il faut annoncer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de finir l'émission si on n'annonce pas le nom de l'éliminé ou le nom du sélectionné, évidemment. Donc, oui, ce scénario a été inventé pour que, justement, on ne puisse pas soupçonner qu'on puisse arrêter les votes, finalement, à sa volonté. Et parfois, on va voir sur les réseaux sociaux, par exemple sur les articles, les pourcentages des votes. Exactement, par exemple 42%. Oui, on annonce les pourcentages lorsque les scores des candidats n'ont pas d'influence pour la suite. En revanche, lorsque il y a un candidat qui va rester dans l'aventure, on évite de dire s'il a battu à plat de couture son adversaire. Voilà, on ne veut pas donner d'indication, tout de même, on veut laisser planer un certain mystère. C'est pour ça qu'on ne donne pas systématiquement les pourcentages. Parce que donner les pourcentages, c'est donner aussi la cote de popularité de chaque candidat. Et donc, on la connaît bien sûr, la cote de popularité, mais on ne veut pas donner tous les éléments pour la connaître. Et donc, quelque part, vous le savez, la cote de popularité? Ah, oui. Moi, j'ai évidemment une grande connaissance des favoris de chaque émission. Absolument, parce que je vois les scores qu'ils font là, et je vois le nombre de supporters qu'ils ont, évidemment. Donc vous avez déjà votre idée de qui va gagner la Star Academy? J'ai plus qu'une idée, mais elle est totalement confidentielle. Donc évidemment, c'est l'avantage d'un huissier. Un huissier, en fait, c'est quelqu'un à qui on peut raconter des choses, et c'est très important, et qui ne va pas le raconter à la terre entière, en fait. Hein. Il y a vraiment une confidentialité extrême dans toutes ces actions. Évidemment pour les jeux, mais surtout pour toutes ces actions qui sont plus sérieuses dans le cadre de son ministère et dans le cadre des significations qu'il fait et des exécutions. C'est vrai que le secret professionnel dans votre métier est extrêmement important, en fait. Il est important, et on imagine pourquoi. On rentre dans l'intimité des gens. L'exécution, c'est rentrer dans l'intimité des gens. Un huissier rentre et de manière matérielle dans les appartements privés des gens.
Et aucune autre profession n'a ce droit, hormis la police bien sûr, mais pour d'autres raisons. Et donc, les gens n'ont pas forcément quelque chose à se reprocher, mais ils doivent subir en fait ces procédures, et on comprend bien que tout ça doit être assez confidentiel. Et donc là, concrètement, par exemple pour l'émission de la Star Academy, vous avez sur votre logiciel les votes en direct et vous êtes le seul à pouvoir y avoir accès. Moi et évidemment les gens en charge du bon fonctionnement de l'enregistrement de ces votes chez le producteur et chez le diffuseur, bien sûr. Enfin, c'est une petite minorité de gens. Les membres du jury n'ont aucune connaissance des scores. Et sur le plateau, on ne connaît pas non plus les scores, ce serait désastreux, que ce soit pour la Star Academy ou pour les Miss France. Évidemment, si on annonce à une Miss que de toute façon, on n'a aucune chance parce qu'elle ne fait pas de vote, le spectacle ne va pas être le même. On espère que toutes les Miss qui sont en lice vont avoir le même sourire et la même envie d'être élues. Donc, non, c'est très confidentiel. Les scores et les votes, ça ne circule pas en dehors de mon bureau. Et c'est tout. Et d'ailleurs, il y a un vigile devant mon bureau pour interdire toute intrusion, plus ou moins amicale ou malveillante, mais on ne peut pas pénétrer dans ce bureau et avoir les résultats et les regarder. Et justement, parce que vous avez un énorme devoir de confidentialité, comment vous faites si par exemple vous avez un stagiaire? Alors, en général, je n'emmène pas mes stagiaires systématiquement avec moi, mais bon, un huissier a des salariés. Évidemment, mes collaboratrices, et notamment celles du département des jeux, ont accès également, mais elles ont aussi un devoir de confidentialité. Et ça n'est sûrement pas d'elle qu'on obtiendra des renseignements sur l'évolution des votes. Non, mais bien sûr, on ne peut pas tout faire. Donc, bien sûr qu'on a des collaborateurs, mais on en a très peu, finalement. Non, ça reste totalement confidentiel. En tout cas, je n'ai pas connaissance jamais que des résultats aient été dévoilés avant l'heure fatidique pour les opérations que j'ai supervisées. C'est quoi votre semaine type pendant un tournage, là par exemple de la Star Academy? Non, une semaine type d'un huissier, ça n'existe pas, parce qu'un huissier est finalement au service de ses clients. Donc en fait, bien sûr, on a un agenda, et les constats sont quand même relativement prévus à l'avance, même si de plus en plus, le délai de prévenance est de plus en plus court. Mais finalement, le lundi, on s'organise. Et comme l'activité est très diverse, on s'organise au fil de l'activité. Et s'il faut aller délivrer des actes urgents ou aller faire une exécution urgente, et bien sûr, on va le faire. Et on le fait au fur et à mesure des demandes de nos clients. On ne peut pas programmer, en fait, plusieurs semaines à l'avance ce que l'on va faire, si on va être au bureau, si on va être à l'extérieur. On essaie de programmer quelques jours à l'avance pour organiser évidemment tous nos déplacements, puisqu'on a quand même une aire de compétences qui est assez importante maintenant. J'ai été commissaire de justice, donc huissier auparavant à Paris, et maintenant je suis commissaire de justice à Paris, dans le 93, le 94, le 91, le 77. C'est un énorme territoire, donc on ne peut pas s'improviser à des déplacements sans prévoir un peu à l'avance comment tout ça va se passer. Donc je peux programmer ma semaine de manière générale, mais elle est toujours matinée d'imprévu. Un huissier, en fait, doit toujours être prêt à sortir de son bureau. À vos stages, on a une plateforme qui met en relation les professionnels et les stagiaires. Est-ce que vous, dans votre étude, vous avez un stagiaire? Alors j'ai toujours eu des stagiaires, avec l'ancien mode de formation des huissiers. Cette formation a été modifiée depuis peu. Et donc, non, je n'ai pas embauché d'huissier stagiaire avec la nouvelle forme de formation. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Oui, bien sûr, ça fait partie disons de l'usage des professionnels, c'est toujours avoir eu des stagiaires en fait pour leur apprendre à travailler et fabriquer finalement un bon professionnel. Quelle importance justement ont les stagiaires dans votre étude des Un stagiaire, ça a l'avantage d'être jeune,
Et donc d'avoir des idées, notamment en matière de jeu. Un jeune, évidemment, sera plus facilement de conseils pour tout ce qui est réseau social. Et il y a beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas forcément des jeux importants, mais en tous les cas, il y a beaucoup d'animation sur ces réseaux sociaux. Et pour mieux comprendre aussi ces réseaux sociaux, c'est toujours agréable d'avoir des jeunes et puis d'avoir une vision finalement un peu extérieure, non polluée, de quelqu'un qui a fait des études de droit et qui tout d'un coup veut devenir commissaire de justice. Donc, mais c'est aussi beaucoup d'abnégation pour le patron. Parce qu'en fait, un jeune étudiant, il ne sait rien. Donc il va falloir quand même lui apprendre à travailler. Et donc, ce n'est pas si facile. C'est même parfois difficile. En soi, faire de la télévision, ça ne peut pas être une motivation pour devenir commissaire de justice. Non, ça ne reste qu'accessible finalement à une minorité d'huissiers. Enfin, moi, je suis très content de le faire, hein, et je ne boude pas, évidemment, le plaisir que j'ai à le faire. Mais bon, d'abord, il n'y a pas tant d'émissions que ça, et donc il y a moins d'une dizaine d'huissiers, évidemment, qui peuvent faire de la télévision, enfin qui en font en tous les cas. Donc non, ça ne peut pas être une motivation. Et ça ne peut pas. Et puis il n'y a pas de cursus non plus. Donc voilà, il faut être raisonnable. L'essentiel, la majorité des commissaires de justice ne font pas de télévision, mais ça n'a aucune importance. Finalement, l'activité télévisuelle n'est que la transposition de ce que l'on fait pour plein d'autres matières et plein d'autres choses. En soi, on essaie d'apporter le même sérieux et le même respect à l'égard de nos tâches. C'est pas différent d'autre chose. Il y a plus de lumière, mais c'est pas différent. Voilà. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi les qualités requises pour être un bon commissaire de justice? Pour être un bon commissaire de justice, il faut beaucoup travailler. Et il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Et puis, il faut être plutôt... qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité première? Il faut être en forme, évidemment. Il faut être plutôt proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester finalement derrière son bureau en attendant que les dossiers arrivent sans participer soi-même à leur mise en œuvre. Donc il ne faut pas hésiter à aider ses clients, à les conseiller, à chercher des solutions. Il faut être toujours intellectuellement vif. À vos stages, prêts, partez.